Monsieur François Desplat, bonjour. Bonjour. Je vous reçois pour votre livre Martin Bormann, Homme de confiance d'Adolf Hitler, aux éditions Nouveau Monde. Très rapidement, est-ce que vous pourriez nous présenter Martin Bormann, sa famille, son milieu social, sa religion, s'il en avait une? Voilà, nous le présenter en quelques mots. C'est un garçon issu de milieux très populaires qui ne fait pas beaucoup d'études, qui sort du lycée sans diplôme et qui va faire sa carrière dans le parti nazi et grâce au parti nazi. Auparavant, il s'était un petit peu investi dans des groupes d'extrême droite au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce qui lui avait valu de faire 1 an de prison pour complicité dans l'assassinat d'un instituteur qui était soupçonné d'avoir collaboré avec les Français pendant l'occupation de la Ruhr. À ce moment-là, on ne lui connaît pas d'idées particulières. Sa jeunesse est quand même très mal connue. On le cerne beaucoup mieux à partir du moment où il a rejoint le parti nazi en 1927. Et là, il se rend utile. C'est un peu un factotum. Euh, il est efficace dans les commissions qu'on lui confie concernant la livraison de tel ou tel matériel. Et c'est comme ça qu'il finit par avoir à être remarqué par des cadres du parti nazi et par se retrouver employé à la maison Brune, le siège du parti nazi à Munich. Et là, il va côtoyer de près des dirigeants importants comme Rudolf Hess et également Walter Buch, qui est un nazi peu connu, qui gagnerait à l'être pour comprendre mieux ce qui s'est passé. C'est Walter Buch, qui est le président du tribunal interne du parti nazi. Quelqu'un qui en particulier doit statuer sur les origines juives quand on trouve chez un cadre nazi des origines juives. Il y a ce tribunal qui tranche pour savoir si c'est rédhibitoire ou pas. Et donc Walter Buch, il a une fille de 19 ans, prénommée Gerda, que séduit Martin Bormann et que Martin Bormann épouse avec comme témoin tout de même Rudolf Hess et Adolf Hitler. Ils vont avoir 10 enfants et ça va être un couple assez uni dont nous avons la correspondance pour les 2 dernières années. C'est extrêmement important pour la connaissance personnelle de Martin Bormann. C'est une correspondance qui a été éditée en 1954 et qui fait partie des documents, à mon avis, scandaleusement mal connus du Troisième Reich. C'est extrêmement important, y compris par ce que dit ou ne dit pas Martin Bormann sur la situation politique dans ces 2 années, 43-45. Voilà, donc c'est un bureaucrate, c'est un homme d'appareil, ce n'est pas un orateur, donc il est très peu connu. Ses photos dans la presse nazie ne sont jamais individuelles, c'est toujours au milieu d'un groupe. Et d'ailleurs, son rôle n'est connu qu'après la guerre, et notamment à l'occasion du procès de Nuremberg, dont il n'est pas, mais où il est jugé quand même par contumace. Alors, Et on en reparlera à la fin. voilà. Euh, il y a quelque chose d'intéressant, enfin il y a beaucoup de choses intéressantes dans votre livre, mais tout au début de votre ouvrage, vous balayez en revue un certain nombre d'idées reçues sur Martin Bormann, sur le fait que vous estimez, à tort ou à raison, donc c'est pour ça que je vous donne la parole aussi aujourd'hui, vous estimez à tort ou à raison que à la fois les historiens et les romanciers ont très mal jugé le personnage, et vous employez même 2 termes assez intéressants. Vous dites que très souvent on fait de lui un tyran domestique et un mauvais génie, le mauvais génie d'Adolf Hitler ou du parti national-socialiste. Est-ce que vous pourriez revenir sur les critiques que vous adressez à vos confrères historiens et ainsi qu'aux romanciers?
Euh, je rebondis sur ce que je venais de dire sur le procès de Nuremberg. Il n'est pas présent. Il y a de forts soupçons qu'il soit décédé, soupçons justifiés d'ailleurs. Et du coup, les accusés ont tendance à le charger énormément. De même qu'ils chargent beaucoup ces autres suicidés que sont Adolf Hitler et Heinrich Himmler. C'est d'ailleurs, à mon avis, le grand mérite de ce procès de Nuremberg, c'est d'avoir incité les accusés à se charger les uns les autres, ce qui donne du nazisme une image encore plus repoussante et clairement plus authentique que ce qu'a pu dire, à tort ou à raison, la propagande adverse, la propagande des vainqueurs. Là, on voit les vaincus se charger eux-mêmes, dire oui, il y avait des criminels, mais c'est ceux qui sont morts. Ça, c'est quand même pas un spectacle de nature à donner de ce régime à la postérité une image valorisante. D'accord. Mais par rapport à ma question, vous l'avez un peu oublié ou mise de côté, mais vous critiquez les historiens et les romanciers parce que vous estimez qu'ils ne l'ont pas bien saisi. Alors, ils ne l'ont Ben, pas. oui, alors voilà où je voulais en venir. Cette image de Martin Bormann, le mauvais génie du Troisième Reich, un nazi pire qu'Hitler, l'homme qui inspirait les décisions les plus criminelles, cette image-là, les historiens ont eu tendance à l'accepter comme une lettre à la poste. Et, et donc à ne pas regarder réellement qui il était, en particulier en négligeant de manière un peu impardonnable ce document que sont ses lettres à son épouse et les lettres en retour de l'épouse. Euh, et le fait que Martin Bormann, c'est un trait du personnage d'ailleurs, il annotait les lettres de son épouse, il les jugeait, un peu comme un professeur dans la marge. Et donc tout ça est un matériau historique que je crois je suis le premier à regarder systématiquement, à exploiter systématiquement. Mais alors, autant sur la correspondance privée entre Bormann et sa femme, on peut comprendre qu'il y a un vrai intérêt historique, parce que c'est de la matière brute, on peut dire, mais d'une manière générale, quelle foi peut-on accorder à des témoignages, notamment du procès de Nuremberg, où chacun essaye justement de charger le mort, le suicidé ou celui qui est jugé par contumace. Et puis, comme vous le savez, hein, très souvent, malheureusement, entre guillemets, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, est-ce que c'est pas dangereux de se baser sur des témoignages qui sont arrachés quand même dans un contexte très, très particulier, voire même unique? Ah mais tout à fait, tout à fait. Et le nazisme, j'ai tendance à dire que c'est un objet vierge, je le dis par provocation, et quand on daigne me faire m'expliquer un peu plus, je dis bon, c'est la danse des sept voiles, et on en a peut-être enlevé un, deux au maximum. Il reste énormément à dire parce que ben, il faut dépasser tout simplement le moralisme. L'historien, il le sait très bien, l'historien, s'il n'est pas un procureur, il n'est pas un moraliste, il n'a pas à juger, il a à dire ce qui s'est passé. Et malheureusement, quand il est question du nazisme, on échappe difficilement au moralisme. Il faut faire un petit effort pour échapper au moralisme, pour regarder réellement ce qui se passe. Euh, une chose, par exemple, c'est que quand les nazis disent du mal d'eux-mêmes, les historiens les croient. Tout le monde les croit, mais les historiens aussi les croient. Et ça, c'est pas normal. Je prends l'exemple de la conversion d'Hitler à l'antisémitisme. Il raconte dans Mein Kampf que ça lui est venu vers l'âge de 20 ans, vers 1910, quand il était à Vienne, au début de son séjour à Vienne. Or, il est clair maintenant, et admis depuis
une dizaine d'années par les historiens, et notamment ceux qui viennent de rééditer Mein Kampf, il est admis que cet antisémitisme, on n'en a pas de traces avant 1919. Donc, quand Hitler dit qu'il est antisémite vers 1910, il se fiche du monde. Mais comme c'est mal d'être antisémite, on le croit. Et, et pour Bormann, tout est comme ça. Tout est comme ça. Parce que, en fait, vous dites de Martin Bormann que s'il a réussi à monter dans la hiérarchie du Parti national-socialiste, c'est parce qu'il avait une vraie foi. Mais justement, comment vous le savez, vous, en tant qu'historien, qu'il avait une vraie foi dans le national-socialisme? Eh bien, je prends le contre-pied d'un trait dont nous n'avons pas encore parlé, qui est l'arrivisme. En tant il n'est pas seulement mauvais génie, le plus criminel, celui qui a les idées les plus sataniques dans cette équipe, il est aussi un arriviste qui joue des coudes pour arriver en tête et finalement il avait envie d'être calife à la place du calife. On le voit beaucoup comme le personnage de bande dessinée du Vizir is no good. Ceci est quelque chose dont on prend facilement le contre-pied, non pas pour le plaisir de prendre le contre-pied, mais parce que si on examine chaque marche qu'il franchit vers le sommet, ça n'est jamais un effort de lui de franchir cette marche. C'est toujours un choix de la personne qui lui donne une promotion. Et pourquoi il lui donne cette promotion? Non pas parce qu'il est arriviste, mais parce qu'il est dévoué, parce qu'il est efficace, parce qu'il a un certain nombre de qualités pour être un bon bureaucrate et un bon croyant nazi. C'est en particulier Rudolf Hess et Adolf Hitler qui lui donnent ces promotions. Et donc, alors Rudolf Hess aussi est un personnage très caricaturé, très mal connu, dont il n'existe par exemple aucune biographie en français digne de ce nom. Le dernier livre de Pierre Servant n'étant absolument pas digne de ce mot de biographie, une espèce uniquement de démonstration d'une thèse unique et extrêmement sur un moment très court de la vie de Rudolf Hess, c'est-à-dire la préparation de son vol vers l'Écosse. Tout ce livre de Pierre Servant est fait pour faire croire que, pour asséner la thèse suivant laquelle Rudolf Hess a fait un enfant dans le dos à Hitler en s'envolant tout seul vers l'Écosse le 10 mai 1941. Un jour, nous ne sommes pas hors sujet, puisque c'est ce jour-là, c'est ce départ-là de Rudolf Hess qui donne à Martin Bormann l'essentiel de son ascension. Donc, Bormann n'était pas au courant que Rudolf Hess allait s'envoler. Ça lui tombe tout cuit dans le bec. En revanche, Hitler était au courant. Si on étudie la relation entre Hess et Hitler, c'est une relation d'idolâtre à idole. On n'imagine pas Rudolf Hess avoir le moindre secret pour Adolf Hitler. C'est inimaginable. Et donc, Par contre, Rudolf Hess aurait pu avoir des secrets pour un subordonné. évidemment. Donc ça veut dire que Rudolf Hess, il a peut-être pas mis dans la confidence Bormann sur ce fameux vol en Angleterre pour la tentative de paix. C'est une évidence absolue. Le secret a été limité à quelques personnes. Et justement, d'ailleurs, c'est l'occasion de bien mettre au point cette réalité du secret dans l'État nazi, qui fait partie, à mon avis, de ces voiles qui voilent encore la connaissance du nazisme. C'est vraiment un régime extrêmement cloisonné, extrêmement secret. Alors, justement, pour parler de secret, il y a quelque chose qui fait couler toujours beaucoup d'encre, parce que les historiens sont toujours plutôt divisés sur le sujet. En tout cas, dans les livres que j'ai lus, vous allez voir où je veux en venir, c'est ce fameux incendie du Reichstag. Oui. Il y a plusieurs thèses qui s'affrontent. Il y a la thèse d'un militant communiste qui aurait agi tout seul.
il y a la thèse que les communistes ont envoyé ce militant pour brûler le Reichstag, et puis il y a la fameuse thèse où ce sont les nationaux-socialistes qui ont monté toute cette opération pour justifier dans un deuxième temps un renforcement de l'autorité. Donc moi j'ai deux questions. Vous, quelle thèse vous défendez par rapport à cet incendie? Et sur notre sujet du jour, est-ce que ce collaborateur zélé a eu un rôle dans l'incendie du Reichstag, si tant est qu'il ait été commandité par les dirigeants du Parti national socialiste? Alors, euh, j'évacue la dernière partie. Non, Bormann n'est pas au courant, il n'est absolument pas euh, assez élevé dans l'appareil pour être au courant d'un secret. Et ce secret extrêmement important est lui-même extrêmement bien gardé. Je pense qu'il y a deux personnes, je suis sûr qu'il y a deux personnes qui sont au courant, c'est Hitler et Göring. Hitler qu'on ne présente plus, Göring qui à l'époque a deux fonctions, ministre de l'Intérieur en Prusse, dont fait partie Berlin évidemment, et président du Reichstag. Depuis le mois d'août 1932, depuis 6 mois, il est président du Reichstag. C'est le premier nazi qui est une fonction nationale importante. Et là, il y a d'ailleurs, par parenthèse, une complicité énorme et rarement relevée, qui est le parti de Zentrum, le parti catholique. Les nazis avaient beaucoup de députés, mais ils avaient besoin quand même, ils n'avaient pas 50%, et ils ont eu besoin, pour faire élire Göring président du Reichstag au mois d'août 1932, des voix du Zentrum catholique. Et ça n'est pas assez rappelé. Donc, Göring est président du Reichstag, bon, il a eu tous les moyens d'étudier, de faire étudier l'inflammabilité du bâtiment. Il a eu tout le temps. Et de savoir où il fallait mettre une allumette pour provoquer un gigantesque incendie. Et donc, il n'y avait pas besoin d'énormément de complicés. Et donc, ce que vous dites, la thèse suivant laquelle les nazis ont mis le feu, elle n'est pas racontée comme je viens de le faire. Elle est racontée comme l'irruption d'un commando de SA par le souterrain qui mène du Reichstag au palais présidentiel de Göring. Et donc, là, il y aurait eu une dizaine de SA avec des gros bidons de matériaux inflammables. Eh bien, il se trouve d'ailleurs que c'est Göring qui, devant la presse, en plein incendie, l'incendie est encore en cours, n'est pas encore éteint, Göring est dans le hall du Reichstag, il a laissé entrer la presse et il dit « Allez me fouiller ce souterrain ». Bon, quand même, il est ministre de l'Intérieur. Et puis ensuite, il fait une conférence de presse le lendemain, le 28 février, et il dit « Ah, mais nous avons fouillé le siège du Parti communiste il y a quelques jours, et nous y avons trouvé des projets révolutionnaires où notamment on disait qu'on allait s'en prendre à des bâtiments publics. » Et il promet que ces documents seront bientôt publiés. On les attend toujours. Bon, donc tout ça est cousu de fil blanc quand même. Mais pourquoi cette thèse, vous donnez des éléments dans votre ouvrage, mais pourquoi elle n'est pas reconnue de manière unanime? Parce qu'aujourd'hui, quand on interroge certains historiens, tout le monde n'est, enfin, il n'y a pas d'unanimité sur cette volonté des nationaux-socialistes d'avoir organisé tout ce grabuge. Là, vous me tendez la main pour en venir à la leçon principale du livre qui est dans le dernier chapitre sur la polycratie nazie. Voilà, la réponse est là. Un grand nombre d'historiens, peut-être encore majoritaires, bien qu'ils soient en diminution, voient dans le nazisme une polycratie. Il y aurait plusieurs centres de pouvoir. Déjà dans le parti nazi, il y aurait un centre
dirigé par Himmler, un autre par Goebbels, un autre par Göring, etc. Donc déjà, entre eux, les nazis ont des se sont, enfin, se sont pas répartis les pouvoirs d'ailleurs. Ils sont opposés les uns aux autres pour avoir le maximum de pouvoir. Et donc, il y aurait une polycratie. Et puis, la thèse de la polycratie est affinée plus ou moins en disant que, au moins jusqu'à une certaine date, l'armée aussi représentait un pouvoir, et puis certains ministères, etc. Donc voilà, tout ça renvoie à une chose, la sous-estimation d'Adolf Hitler comme chef. C'est un bon chef. C'est un sale type, c'est un criminel, c'est un des plus grands assassins de l'histoire. C'est un bon chef. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, il dirige tout. On ne veut pas dire qu'il est au courant des détails, qu'il dirige tout dans les moindres détails. Il sait aussi s'entourer, il sait aussi déléguer, il sait écouter. Toute qualité qu'on a beaucoup de mal, hein, encore aujourd'hui, à lui attribuer. Et donc, effectivement, il y a même des gens euh, qui pensent que le Reichstag a brûlé du fait des nazis et que peut-être Hitler n'était pas au courant. Par exemple, on lit encore ça. Sur l'incendie du Reichstag toujours, on a le journal de Goebbels, bon, dont la page en question a d'ailleurs été publiée, puisque Goebbels publie lui-même des extraits de son journal en 1934, avec la page de 1933 sur l'incendie du Reichstag. Et on a retrouvé ensuite le journal complet, on a pu comparer avec ce bouquin de 1934 et il n'y a pas de différence sensible. Donc, on sait ce que Goebbels écrit le lendemain matin à chaud sur l'incendie du Reichstag. J'étais en train de dîner chez moi avec Hitler et il y a Hans Stengel qui téléphone en disant j'habite à côté du Reichstag et je vois qu'il est en train de brûler. Et je raccroche en disant arrêtez de vos poissons d'avril. Bon. Et puis finalement, je le rappelle, j'essaye de vérifier. Et on se rend compte que effectivement le Reichstag brûle. Alors on part avec Hitler à 100 à l'heure sur les lieux. Donc c'est une pièce qui prouve qu'Hitler n'était pas au courant. C'est là-dessus qu'on s'appuie pour dire qu'Hitler n'est pas au courant. Enfin, C'est un peu la seule léger. réalité, c'est Goebbels qui n'est pas au courant, c'est tout. Enfin, bon. Ou alors Goebbels était au courant et dans son journal, il raconte une histoire pour faire plaisir. Ça pourrait être ça, mais on a énormément d'exemples où Goebbels n'est pas au courant. Et d'ailleurs, il n'est même pas vexé. Quand Hitler ne le met pas dans la confidence de quelque chose et qu'il l'apprend par la presse, il est admiratif, cet imbécile. Donc, voilà, il a compris lui-même que le nazisme, c'était très cloisonné et il y avait des secrets à tous les étages. Et bon, bah, il est bien content quand Hitler lui confie quelque chose, il se sent important, mais quand Hitler ne lui confie pas, il n'est même pas vexé. Et un deuxième point qui aussi a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait aussi couler du sang, c'est la fameuse nuit des longs couteaux. Pourquoi cette appellation, premièrement? Et deuxièmement, quel est le rôle, là aussi, est-ce que Martin Bormann a eu un rôle dans cette exécution et cette liquidation des SA? Euh, alors, Martin Bormann est le bras droit de Rudolf Hess. Rudolf Hess a succédé à Hitler à la tête du parti quand Hitler est devenu chancelier, un petit peu comme c'est arrivé en France
entre Mitterrand et Jospin. Quand Mitterrand devient président de la République, il confie les clés du parti à Jospin. La différence d'ailleurs, c'est que Hitler conserve toujours son titre de chef. Ça reste Hitler le chef du parti. Mais Rudolf Hess est le chef réel du parti. Et à ce moment-là, très vite, il se dote d'un adjoint qui va être Martin Bormann. Donc, tout ça se passe au milieu de l'année 1933. Et Hess devient le chef réel du parti nazi et il embauche Martin Bormann comme premier adjoint. Là, donc du coup, Martin Bormann est aux premières loges lors de la nuit des longs couteaux, puisque avec son chef Rudolf Hess, ils sont les maîtres de la Maison Brune, du siège du parti nazi à Munich. Et il s'y passe pas mal de choses ce jour de ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux, qui n'est pas une nuit d'ailleurs, qui dure 3 jours, du 30 juin au 2 juillet. Et donc, au début de cette période, Hitler est à Munich et il s'installe à la Maison Brune, il y tient un certain nombre de réunions où on voit paraître notamment Walter Buch, donc le beau-père de Martin Bormann, et puis Martin Bormann qui introduit tel ou tel visiteur. Il est là, il est présent, mais il n'est visiblement pas le donneur d'ordre criminel, ni même le relayeur de ces ordres criminels. Alors, cette nuit des longs couteaux, pour aller vite, on la présente comme un règlement de compte à l'intérieur du parti nazi entre Hitler et les SA dirigés par Röhm, les SA qui ruaient dans les brancards depuis plusieurs mois, trouvant que la révolution n'allait pas assez vite, les SA étant un peu plébéiens et ayant tendance à trouver qu'ils ne remplaçaient pas eux-mêmes assez vite les élites traditionnelles. Donc, qu'est-ce que c'est que cette révolution? Il en faut une deuxième. Voilà ce qui se disait dans les rangs des SA. Et donc, du coup, ça ne plaisait pas évidemment aux milieux conservateurs et notamment aux militaires de carrière, et ce sont eux qui auraient demandé à Hitler de les débarrasser des SA. Et Hitler aurait hésité, alors dans le cadre de la thèse polycratique, on dit qu'il est poussé au crime par Himmler et par Göring, et donc quand même, il se laisse arracher le meurtre de Röhm. Donc Röhm est arrêté, il est emprisonné, il moisit 2 jours en prison, et finalement, un SS, assez haut placé d'ailleurs dans l'appareil SS, Theodor Heike, est chargé de lui donner un revolver dans sa cellule, un revolver lui-même chargé, en lui donnant quelques minutes pour se suicider. Et il revient, Röhm annonce qu'il refuse absolument de se suicider. Il est abattu à ce moment-là par Theodor Heike. Donc Hitler se serait laissé arracher cette décision, la mort dans l'âme. Bon, la réalité, c'est qu'il maîtrise ce processus d'un bout à l'autre. Ce processus est fait pour lui donner encore plus de poids et de prestige et d'autorité sur les milieux conservateurs, en faisant semblant, en leur laissant croire que c'est eux qui sont vainqueurs, alors que c'est lui qui est vainqueur. Et, donc, il abaisse les SA sans les supprimer. Leur rôle va diminuer beaucoup. Les nazis un peu dynamiques, un peu jeunes, un peu ambitieux, quand ils sont dans les SA, vont les quitter pour les SS. Donc finalement, le vainqueur, c'est les SS. Mais les SS, qu'est-ce que c'est? C'est le bras d'Hitler, c'est rien d'autre.
Et il a choisi exprès aussi quelqu'un de très docile, tout à fait comme Bormann, qui est Heinrich Himmler, pour diriger les SS, qui sont son instrument pour pénétrer la société allemande. Pardon, l'un de ses instruments. Et, mais il donne un peu l'impression que c'est l'instrument. Et là aussi, il faut voir que le pouvoir des SS est limité et que le seul qui a un véritable pouvoir, ce qui s'appelle un pouvoir digne de ce nom, c'est Adolf Hitler. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouviez rapidement évoquer les liens entre Martin Bormann et Rudolf Hess? Est-ce que c'était des amis ou est-ce que c'était plutôt juste des bons camarades, comme on dit? Est-ce que leur relation dépassait le cadre hiérarchique? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, cette relation qui est quand même très particulière aussi? Euh, je ne crois pas. Hein. Alors, il faut être prudent. On n'a pas des agendas de ces personnes suffisamment précis. On n'a pas du tout de relevé de leur communication téléphonique. Il manque des tas de choses hein, pour répondre à votre question. Donc, il faut être très modeste. Mais s'il y avait une relation personnelle, elle aurait laissé des traces, on en saurait quelque chose. Alors là, il y a vraiment, non, il y a des relations de service entre Bormann et S. S est un garçon assez solitaire. Hein. Ça, je crois que c'est vrai. On le dit de manière intéressée pour essayer de prouver qu'il a fait préparer son vol tout seul. Euh, il n'en reste pas moins qu'il y a un élément de vérité qui est que S fréquentait peu de monde. Ce n'était pas un mondain. Il ne passait pas son temps à mondaniser avec les autres dirigeants. Et il les voyait pour des relations de service. Et le dirigeant qu'il voyait le plus, c'était Adolf Hitler. Hein. Là, entre eux, oui, il y a une véritable complicité très importante. Euh, pour un petit peu avancer dans l'histoire, donc bon, on l'a compris, S part en Angleterre, de votre point de vue, en accord avec Adolf Hitler pour tenter arracher une paix. Suite à ce départ outre-Manche, Martin Bormann va prendre de l'ampleur dans l'appareil d'État. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu votre sous-titre, Martin Bormann, homme de confiance d'Hitler. Euh, Est-ce que ce titre, il n'est pas, pardonnez-moi la question, est-ce qu'il n'est pas que commercial pour attirer le lecteur et le chaland, ou est-ce qu'il était vraiment l'homme de confiance d'Hitler? Et si oui, comment ça se matérialisait concrètement au quotidien? Euh, alors, d'abord, sur ce sous-titre, j'avais moi-même pensé à un homme de confiance d'Hitler. Justement, en liaison avec ce que je viens de vous dire, Hitler a toujours plusieurs leviers. Et donc, il a d'autres hommes de confiance. Donc, voilà, j'aurais mieux aimé l'article défini. Finalement, ça a sauté quand on a fait la maquette de la couverture. Et je n'ai pas eu l'occasion d'imposer mon titre et je laissais passer ça parce que bon, justement, je me suis dit, si on m'interroge là-dessus, je préciserai les choses que j'aurais préféré un homme de confiance d'Hitler et c'est ça qui est la vérité. Euh, donc là, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais euh, cette confiance et le pouvoir de Bormann qui lui est donné par cette confiance d'Hitler, c'est surtout les 2 dernières années, c'est surtout la phase la plus déclinante du pouvoir nazi. C'est les années de la défaite en marche, de la défaite quasiment inexorable. Rien n'est jamais inexorable en histoire, mais là, c'est une défaite inexorable pour peu que la coalition adverse américano-anglo-soviétique reste unie. Et j'ai fait un livre qui s'appelle Churchill et Hitler, où je montre justement le rôle de Churchill extrêmement important pour rester le ciment de cette coalition et
réduire au fur et à mesure toutes les contradictions qui pouvaient se lever entre Roosevelt et Staline, ou même dans les dernières semaines entre Truman et Staline. Churchill joue un rôle de clé de voûte, un rôle de ciment de la coalition absolument essentiel. Et en face, Hitler joue évidemment le rôle inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à dissoudre la coalition adverse. Et donc, quand on dit il a espéré jusqu'au bout, de manière très peu réaliste, parce qu'il ne voulait pas avoir la supériorité matérielle énorme de la coalition qui envahissait l'Allemagne, non, il voyait ça très bien. D'ailleurs, la correspondance de Bormann avec sa femme le montre. Bormann lui-même est lucide, et il ne l'est que parce que Hitler l'est, bien évidemment. Là aussi, il est homme de confiance. Mais, euh, donc, Hitler, jusqu'au bout, essaye de diviser. Il essaye tout simplement de faire démarrer la guerre froide. Ce n'est pas un calcul idiot du tout. La preuve, c'est qu'elle a bien fini par démarrer. Donc, donc voilà, jusqu'au bout, il espère. Et même le jour de son suicide, on peut dire que, comme il raye de son testament Himmler et Göring comme traîtres, ce qui est quand même très particulier, après toute la complicité qu'il a eue avec eux, tout d'un coup, il les vire de son testament en disant ce sont des traîtres. Bon. Et De son point de vue, le fait que Himmler essaie de négocier une paix séparée, ou du point de vue d'Adolf Hitler, on peut comprendre qu'Himmler soit un traître. non, parce que Himmler n'aurait jamais fait ça sans l'accord de Hitler. C'est toujours pareil. Oui, alors après, il faut être sûr de ça aussi. Mais oui, okay. Oui, mais écoutez, c'est difficile à démontrer, mais le contraire est encore plus difficile à démontrer, qu'il fasse cavalier seul. En plus, c'est totalement invraisemblable. C'est un garçon qui a toujours été très obéissant. Il n'a jamais pris une seule initiative, sauf dans les champs où Hitler lui laissait la main libre, par exemple le folklore, le folklore un peu moyenâgeux des SS, alors que Hitler n'était pas du tout un type moyenâgeux, et qu'au contraire, la féodalité, tout ça, il n'aimait pas beaucoup. Il ne jurait que par l'Empire romain et éventuellement la Grèce antique également, il ne jurait que par l'Antiquité, Hitler. Donc, il laissait Himmler à son folklore médiéval. Donc là-dessus, Himmler prenait toutes les initiatives qu'il voulait. Mais sur la politique, non, zéro, aucune. Et notamment pas sur le massacre des Juifs. Et donc, Martin Bormann est-il vraiment devenu l'homme ou un des hommes de confiance d'Adolf Hitler à partir des moments troubles pour l'Allemagne hitlérienne? Oui, puisque précisément, ça va de mal en pis sur le plan militaire. Hitler le sait très bien et il a des ordres à donner qui ne sont pas forcément évidents à comprendre. Par exemple, dire à la fois énormément de mal des Américains et en même temps essayer de négocier avec eux par les pays neutres, la Suède, la Suisse, etc. Donc pour ça, il a besoin, là je ne prends qu'un exemple, où on ne sait pas bien le rôle que peut jouer Bormann, mais dans ce genre d'exemple montre que Hitler a besoin de garder en main tous les leviers, alors même qu'il prend des décisions difficiles à comprendre. Et ça, là, il a absolument besoin de Bormann. À chaque fois qu'il a comme ça un ordre à donner un peu oblique, un peu difficile à comprendre, eh ben, il y a Bormann qui ne cherche pas à comprendre et qui exécute. Voilà ce qui c'est pourquoi il a un rôle aussi capital dans les 2 dernières années. Ce qui ne veut pas dire qu'il est forcément dans tous les secrets. C'est un secrétaire, donc il obtient ce titre de secrétaire du Führer qui est inédit, qui n'a jamais été donné à personne, sauf à des gens qui étaient vraiment des secrétaires, mais le secrétaire du Führer avec le pouvoir de
répercuter ses ordres et le devoir pour tous les gens à qui Bormann donne un ordre de l'exécuter parce que c'est le secrétaire du Führer, ça, c'est un titre absolument inédit auquel Bormann accède le 12 avril 1943. Donc, au moment où ça sent vraiment le roussi après la bataille de Stalingrad. J'ai encore deux questions. Réponse rapide, s'il vous plaît. Comment, on a parlé du Reichstag, de l'idée au couteau. Il y a une troisième date, un troisième événement sur lequel j'aimerais avoir votre avis. C'est sur l'attitude de Bormann le 20 juillet. Le 20 juillet, donc Bormann est présent, mais il n'est pas dans la salle où la bombe explose. Et donc, tout de suite, il prend les choses en main sur l'ordre d'Hitler pour transmettre des instructions. Alors, il envoie des messages d'une importance politique capitale aux hommes qu'il dirige personnellement en tant que chef du parti, parce qu'il est toujours chef du parti, qui s'appellent les Gauleiter, donc les dirigeants du parti nazi dans les régions. Donc il y a un coup d'État, hein, on mesure mal l'ampleur du coup d'État, et il est absolument essentiel que les Gauleiter soient orientés. Et ils sont orientés par Bormann. Il leur dit, attention, c'est toi le chef, les généraux de ton secteur, c'est toi qui leur donne des ordres, tu n'as pas à leur obéir, etc. Donc là, il envoie quelques télégrammes absolument capitaux pour que la force reste, non pas à la loi, mais au pouvoir nazi. Très bien. Donc, en fait, il a une attitude efficace de fonctionnaire Oui. zélé. Voilà. J'ai une autre question. Là aussi, une réponse rapide, s'il vous plaît, parce que l'entretien touche à sa fin. Donc, vous, dans votre ouvrage, vous parlez de sa mort. Et pour vous, Martin Bormann est bien mort à Berlin en 1945. Oui, là on a une certitude absolue. Hein. C'est, son cadavre a été vu par Arthur Axmann, le chef des jeunesses hitlériennes, disant il était étendu sans trace de blessure. Ça évoque un empoisonnement au cyanure. Il a croqué sa pilule de cyanure en s'apercevant qu'il ne pouvait pas franchir les lignes soviétiques, qu'il allait être arrêté et reconnu et se trouver dans un mauvais cas et dans de mauvaises mains, puisqu'il était quand même plus confortable de tomber dans des mains américaines ou anglaises que soviétiques à ce moment-là. Donc, on a ce témoignage. On a un témoignage de quelqu'un qui a été réquisitionné par les soviétiques comme fossoyeur pour enterrer 2 corps. Et il est capable de situer à peu près l'endroit. On fait des fouilles à cet endroit dans les années 70, dans les années 60, on ne trouve pas. Et finalement, d'autres éléments font que on va fouiller 10 mètres plus loin, et là, on va trouver. En 72, on trouve deux squelettes, donc Bormann et le docteur Stumpfegger, un médecin SS qui avait assassiné les enfants Goebbels. Donc voilà, ils sont tous les deux suicidés au cyanure. On trouve des traces de cyanure et de verre dans les dents de Bormann. L'identification se fait de manière assez sûre par la dentition et finalement par l'ADN. Donc la dentition, au milieu des années 70, les sceptiques disent oui, oui, mais bon, c'est pas sûr. Et l'ADN parle finalement en 1999. Et la certitude là est absolue. Bon, cela dit, moi j'ai trouvé aussi un document qui est une conférence de Hans Bauer,
le pilote d'Hitler, qui était lui aussi un confident et quelqu'un qui faisait des coups en douce avec Hitler, avec un complice très proche d'Hitler. Et Hans Bohr se charge d'être le garde du corps de Bormann dans sa fuite à travers Berlin. Et il va tomber aux mains des Soviétiques, passer, comme presque tout le monde, une dizaine d'années, être libéré en 1955, quand le chancelier Adenauer se rapproche un petit peu de Khrouchtchev. Et Hans Bohr fait un livre de mémoire dans lequel il est très imprécis sur sa fuite avec Bormann. Et j'ai trouvé une conférence qu'il fait devant des camarades en 1961, où il est beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé, où Bormann apparaît comme un pleutre, comme un lâche, comme à un moment, Bohr le quitte pour aller chercher un passage, il revient 1 heure plus tard et Bormann dit « Ne m'abandonnez plus jamais, qu'est-ce que je vais devenir sans vous ?» Assez ahurissant. Et donc, voilà, ça complète assez bien les découvertes scientifiques. Il n'avait pas du tout le moral pour franchir les lignes soviétiques et il l'avait beaucoup plus pour passer dans un autre monde avec sa pilule de cyanure. Et j'ai une dernière question, là aussi, réponse très rapide, si possible. Vous en parlez dans votre ouvrage, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que Martin Bormann était un agent soviétique? Eh bien non, c'est impossible. Ça fait partie justement de tous ces racontards d'après-guerre sur lui, qui lui prêtent beaucoup de qualité d'intrigue, de sournoiserie. Non, c'est pas ça, Bormann, c'est pas ça. Si vous permettez, pour valoriser votre conférence, j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas dans le livre, que j'ai trouvé depuis, si ça vous intéresse. Il y a un homme de confession catholique qui s'appelle Alfons Schulz. Il était au quartier général d'Hitler pendant la guerre, donc du côté soviétique, le fameux quartier général de la Wolfschanze, où il avait une fonction uniquement technique, il était dans les transmissions. Et il avait une petite cellule catholique dans cet endroit. Et quelques officiers comme lui qui partageaient cette confession et qui échangeaient des confidences. Et un jour, un de ses camarades est complètement... Alors, ça va couper, 30 secondes. Oui. Ça va couper, allez-y. Oh, ce camarade a entendu une conversation entre Bormann et Himmler. Himmler disant « Tu diras au chef que ça marche très très bien à Auschwitz pour tuer les Juifs. » Et Bormann lui répond « Ça ne va pas la tête. Ça se met par écrit et ça se transmet par des officiers. Tu n'as absolument pas le droit de me raconter ça comme ça. » Donc ça en dit très très long sur d'abord la connaissance d'Hitler par Hitler de la Shoah, sur le fait qu'il savait très bien, il se faisait dire ce qui se passait, et sur l'autorité de Bormann, y compris sur Himmler. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup, M. Desplat. Pardon d'avoir coupé un peu vite, mais le système là me coupe. À très bientôt. Merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Je vous en prie. À bientôt, monsieur. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.